Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour le 13h15 de ce jour dont voici les titres. Yamoussoukro sera aujourd'hui et demain la capitale de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace y séjournent 48 heures pour leur 44e sommet ordinaire. Et puis, un vent d'incompréhension souffle sur l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Les conseillers UPC de la zone viennent en effet de claquer la porte du conseil municipal. Dans ce journal, nous irons à Bobo-Dioulasso retrouver Fousseni Kindo pour des échos de la SNC 2014. Bienvenue à tous sur ce plateau et bon appétit à vous qui nous suivez à table. Le président du Faso est en ce moment à Yamoussoukro où il participe à la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Retour sur son arrivée hier dans la capitale ivoirienne avec nos envoyés spéciaux Oumarou Zungrana et Aboubakar Sagnon. Aéroport international de Yamoussoukro, il est 17h25 lorsque le pic du Naouri, l'avion présidentiel burkinabé, se stabilise sur le tarmac. À son bord, le président du Faso, Blaise Compaoré, accueilli au pied de l'appareil par le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Poignée de main également entre le chef de l'État burkinabé, le président de la commission de la CEDEAO, les présidents d'institutions et membres du gouvernement ivoirien. Blaise Compaoré est dans la capitale administrative et politique ivoirienne pour participer aux travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est certain que nous avons des sujets majeurs qui sont bien sûr en relation avec les progrès économiques que nous voulons bien sûr réaliser pour nos populations et cela passe bien sûr par une œuvre d'intégration pour nos économies à l'intérieur de notre espace, mais aussi une ouverture qui puisse préserver à la fois nos intérêts, mais nous donner davantage de possibilités pour entrer dans la compétition mondiale. Il sera aussi une question pour ce qui nous concerne de présenter un rapport sur la mission qui nous avait été confiée, à savoir comment organiser dans notre espace sous-régional une meilleure fluidité des marchandises, des populations, tout cela pour conforter les capacités de notre économie. Nous aurons à faire bien sûr cet exposé, mais je ne doute pas que tout cela doit nous conduire aussi à imaginer qu'il nous faut encore réfléchir sur comment consolider la paix et la stabilité dans notre région ouest-africaine. Cette importante rencontre qui s'ouvre ce 28 mars se penchera sur la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. La rencontre devrait également permettre au chef d'État de trouver un successeur à Alassane Ouattara qui ne souhaite plus briguer un nouveau mandat à la tête de l'organisation sous-régionale. Ouvrons la page politique de ce journal et là nous allons à Tinkodgo où le Congrès pour la démocratie et le progrès a renouvelé le bureau de sa section provinciale du Boulgou. Le passage de témoins entre l'ancienne et la nouvelle équipe a eu lieu en présence d'une délégation du bureau politique national. Des précisions avec Badaniel Kambou. C'est par l'exécution de l'hymne du Congrès pour la démocratie et le progrès qu'a débuté ce rendez-vous du bureau exécutif national du CDP avec ses militants du Boulgou. Une rencontre qui a sonné la mobilisation des structures géographiques de ce parti dans cette province. Il s'agissait pour la délégation du CDP de rassurer les militants mais aussi de leur permettre de mieux comprendre les raisons de la recomposition politique que le pays des hommes intègres observe depuis un certain moment. Sur certains sujets comme la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37, le CDP reste dans ses engagements, a dit Pascaline Tamini, qui a invité les militants du Boulgou à rester mobilisés autour du président Blaise Compaoré. Nous avons exhorté nos militants à rester toujours engagés derrière le CDP, parce que c'est eux qui ont contribué à faire en sorte que le CDP soit le parti leader au Burkina Faso et nous leur avons demandé de rester mobilisés derrière le CDP
pour que le programme du président du FASO, pour lequel il a été voté à plus de 80% en 2010, pour que ce programme-là soit mis en œuvre pour le bien de l'ensemble des populations burkinabées. L'autre point de cette rencontre a été l'installation de la section provinciale et des 13 sous-sections du CDP du Boulgou. Moumouni Kéré vient d'être porté à la tête de cette structure avec un bureau de 19 membres. C'est donc un militant engagé et confiant qui aura désormais la mission d'animer la vie du Boulgou. Vous savez, nous avons confiance en nos militants, nous avons confiance bien sûr en nos structures au niveau de nos différentes communes. Nous savons que déjà sur le terrain, ce que nous avions pu faire avec les différents camarades, nous savons qu'ils ne nous laisseront pas tomber parce qu'ils ont déjà vu ce que le CDP a pu faire. La première mission à laquelle la nouvelle structure devra désormais s'attaquer, c'est la mise en place des structures de base dans les 93 villages du Boulgou. Revenons à Ouagadougou, plus précisément dans l'arrondissement numéro 5. Les conseillers de l'Union pour le progrès et le changement ont démissionné, provisoirement du moins, pour protester contre ce qu'ils appellent leur mise à l'écart de la gestion de la chose commune. Ils en ont parlé à la presse et le compte-rendu de la conférence avec Zalissa Sanfou. Les 9 conseillers de l'Union pour le progrès et le changement UPC ont claqué la porte du conseil municipal de l'arrondissement numéro 5 de Ouagadougou. Sur le banc des accusés, le maire du dit arrondissement est un ex-conseiller du parti. Nous avons constaté que le maire nous marginalisait. Des visites de travail étaient faites dans les secteurs sans nous associer. Le renouvellement des comités de gestion est fait à notre insu. En plus, le transfert des dossiers de lotissement de l'ex-mairie de Bogodro a été fait à notre insu. Quant au conseiller exclu du parti en février dernier, il est accusé de tenir des propos calomnieux et diffamatoires. Le maire nous a informé. À sa connaissance, Asibo n'était pas de son parti. S'il n'est ni du CDP, ni de l'UPC, ni d'ailleurs d'aucun parti, sa présence au Conseil n'est donc pas justifiée. Toute chose qui aurait créé un climat délétère et qui empêcherait ses conseillers de participer à la bonne marche des affaires de la commune. Les conseillers de l'UPC rassurent, ils ne démissionnent pas définitivement du conseil municipal. Ce départ est une expression de leur mécontentement et il est temporaire. Mais si rien n'est fait, des actions fortes et républicaines seront prises. Et pas question de dévoiler ces actions ici. Il faudra donc attendre un temps opportun. Le maire de l'arrondissement 5 ne voit pas les choses de la même façon, bien au contraire. Lui aussi se plaint et il s'est exprimé au micro de Sie Sylvestre. Le maire, en tant qu'exécutif local, a bel et bien un droit de visite auprès de ses administrés, surtout quand l'urgence le commande. La seule obligation du maire à ce niveau, c'est de rendre compte de ses actions au conseil. Et le deuxième élément, contre nous, il semblerait que nous renouvelons des comités de gestion à l'insu des conseillers. À ce niveau, je crois que ce n'est pas du tout vrai. Et avec tout le respect que nous avons pour l'ensemble de notre conseil municipal, je n'ai pas connaissance de ces faits. Aucun renouvellement d'aucune structure n'a eu lieu depuis ma prise de fonction. Mais quand vous prenez par exemple la zone couverte par le CMA de Kosodo, les délais sont expirés. Et à ce niveau, j'ai demandé effectivement à ce qu'on se prépare pour un renouvellement. Et encore, on nous accuse d'avoir transféré des dossiers de lotissement aux autres arrondissements sans les en informer. Et je crois que ce travail de répartition a été fait dans un cadre purement administratif. L'ancienne commission d'attribution, en collaboration avec les maires concernés, c'est-à-dire du 5, du 10, de l'arrondissement 11 et 12, ont
procéder à la répartition des archives relevant du lotissement de l'ancien Bordeaux. J'allais demander à chaque élément du conseil municipal que s'il y a des éléments qu'ils ne comprennent pas, des zones d'ombre, je les invite à prendre attache avec le secrétaire général de la mairie ou avec un des membres de la commission du bureau de l'exécutif de l'arrondissement. Allons maintenant à Sia où nous attendent Fousseni Kindo et toute l'équipe de Bobo Dioulasso pour vous faire part de l'actualité de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Bonjour Fousseni, vous avez l'antenne. N'est pas encore en ligne. Nous allons poursuivre ce journal en parlant du paludisme qui fait partie des principales causes de mortalité au Burkina Faso. Le plan stratégique couvrant la période 2011-2015 a pour ambition de réduire les cas de paludisme et d'améliorer la prise en charge du traitement de la maladie au pays des hommes intègres. À quel résultat est-on parvenu? Les membres du Comité national de pilotage du dossier se sont retrouvés ce matin à Ouagadougou pour trouver réponse à cette question. Salinana. Le paludisme reste une préoccupation majeure en matière de santé publique au Burkina Faso et le gouvernement ne cesse de multiplier les efforts pour réduire la morbidité et la mortalité du paludisme à un niveau proche de zéro d'ici à la fin de l'année prochaine. Pour ce faire, un plan stratégique de lutte qui couvre la période 2011-2015 est élaboré. Après 3 années de mise en œuvre, le comité de pilotage dévoile ici les résultats à mi-parcours du plan. Pour les résultats, il y a des raisons d'être satisfait. Il y a des avancées significatives en termes de réduction des aspects de morbidité et autres. Mais il reste à savoir qu'il est important que nous redoublons l'effort parce qu'il y a beaucoup d'acquis certes, mais il y a quand même des insuffisances que nous devons travailler à relever. Des résultats satisfaisants, mais beaucoup reste à faire et le comité de pilotage va se pencher sur les défis à relever et définir des nouvelles orientations pouvant contribuer à lutter efficacement contre le paludisme. Nous allons renforcer la qualité de la prise en charge, travailler pour la prévention, mais surtout travailler aussi à ce qu'au niveau communautaire, toutes les actions en tout cas soient menées pour prévenir davantage le paludisme. Et bien sûr que cela va être accompagné d'un gros plan de communication, intégré de communication, pour que tout le monde puisse se sentir impliqué dans la question de la lutte contre le paludisme. Plus de 100 millions de francs CFA sont mobilisés avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des interventions. Des interventions qui permettront d'augmenter d'ici à la fin de 2015 la capacité de gestion du Programme national de lutte contre le paludisme dans le traitement des cas suspects confirmés dans tous les établissements sanitaires du Burkina Faso. Réussir la lutte contre le paludisme nécessite l'apport des techniciens biomédicaux. Une dizaine d'eux a bénéficié d'une remise à niveau. La formation qui a duré 5 jours a eu lieu à Koudgou grâce à la coopération médicale Burkina Faso-Chine-Taïwan. Des précisions avec Isaïe Parkouda. La coopération taïwanaise veut, à travers cette session de formation, renforcer les compétences des techniciens biomédicaux des différents centres hospitaliers régionaux de Burkina Faso. Après plus de 2 mois de formation dans le domaine de la technique biomédicale en Taïwan, les formateurs partagent leur expérience et cela pour la première fois avec leurs collègues techniciens restés au Burkina Faso. Au cours de ces 5 jours, on a présenté des modules sur les différents équipements qu'un technicien de maintenance peut rencontrer dans les différents hôpitaux. Il y a eu vraiment la participation effective de tous les participants. Donc c'est une espérance pour nous aussi dans le domaine technique. C'est la première fois qu'on forme nos collègues techniciens. Depuis 7 ans, on a lancé beaucoup de projets. Ce sont des projets de la formation continue pour les sages-femmes, pour les ICP. Et cette fois-ci, c'est pour les techniciens biomédicaux.
Pour ce projet, ça durera au moins 6 ans. Pendant 6 ans, on va continuer de faire la formation à 2 séances par an. Donc, pendant 6 ans, on peut former au moins 120-150 techniciens biomédicaux. Ils sont 18 techniciens biomédicaux à bénéficier de cette formation. Une formation qui leur a permis d'avoir des connaissances nouvelles pour mieux exercer leur métier. Nous avons appris beaucoup de choses sur les spectrophotomètres, sur les appareils de stérilisation, sur les appareils de laboratoire, sur les appareils de radiologie, les fauteuils dentaires. Bon, bref, c'est vraiment toute une série d'appareillages que nous avons en tout cas pu décortiquer. La coopération médicale entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan existe maintenant il y a plus de 20 ans. Elle participe à la formation continue des agents de santé au grand bonheur des populations. Après Koudgou, nous repartons à Bobo-Dioulasso où nous attendent Fousseni Kindo et toute l'équipe qui est à Bobo-Dioulasso pour vous faire vivre la SNC. Nous essayons à nouveau de joindre Fousseni Kindo. Fousseni Kindo, bonjour, vous avez l'antenne. Viviane Tiendrebego, bonjour mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso pour ces échos de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture pour l'avant-dernière nuit de compétition au GPNAL. Le spectacle était musical et dansant. Images et commentaires dans cette édition et puis également, je vous évoquerai la rencontre de 2 grands hommes de culture, Monseigneur Anselme Sanou et Maître Titanga Passéré. Le premier a écrit un ouvrage sur le second et le résultat est simplement magnifique. Et puis en lutte traditionnelle, Zan Badi Alfred a terrassé son frère Kawane Romaric, dit le buffle du Nayala. Cela dit, hier à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, le spectacle était simplement époustouflant. Sur la dizaine de troupes, quelques-unes se sont illustrées pour le côté musical et dansant de leur spectacle. Images et commentaires avec Sata Boiré et Ali Traoré. Ce sont au total 11 troupes artistiques qui ont détendu l'atmosphère à cette 5e nuit de compétition pour le Grand Prix national des arts et des lettres GPNAL. La troupe Keton Mafin de Toussiana s'est montrée plus entreprenante. Pour sa 3e participation, elle a su séduire le public grâce à son expérience et ses pas de danse bien esquissés au rythme du balafon. La troupe Kakou Didi de Loudalan a également joué sa partition à cette 5e nuit du GPNAL. Chaque année, on sent une progression, on sent que les artistes donnent le meilleur d'eux-mêmes et essayent de faire mieux que l'édition passée. Toutes ces troupes ont rivalisé de talent à l'orchestre, en musique traditionnelle instrumentale, en vedette de la chanson traditionnelle, en danse traditionnelle, en chœur populaire et en création chorégraphique. À travers des thèmes portant sur la paix et le quota genre, les troupes artistiques n'entendaient pas jouer de la figuration, et cela au grand bonheur des spectateurs. La prestation qui se passe actuellement à la Maison de la Culture, moi vraiment je l'apprécie à sa juste valeur. Parce que, bon, si je prends par exemple les danses traditionnelles, moi vraiment ça m'impressionne beaucoup. Donc la chorégraphie aussi que tu viens de suivre sur la folie aussi, vraiment ça touche vraiment. Si tu vois qu'il y a des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui errent au niveau dans la rue, qui n'ont personne, pas d'amour, pas de personne pour s'occuper de. Vraiment ça fait quand même, ça touche. Bon, en tant qu'être humain, vraiment, ça me touche beaucoup. Si le public a fait le choix des troupes lors de ces compétitions, le dernier mot revient au jury qui doit livrer son verdict lors de la nuit des lauréats le samedi 29 mars 2014. Les députés burkinabés à cette semaine nationale de la culture rencontrent les acteurs culturels du Burkina. C'était hier à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso et il est question de recueillir les préoccupations mais également les suggestions pour une meilleure organisation de la Biennale de la culture burkinabé. Anna Lusukere, Kwame Bama. Les directeurs régionaux de la culture, les assistants culturels et les artistes
ont effectué le déplacement à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso pour un dialogue direct avec les députés. Si on impliquait les DR, tous les DR dans le comité national d'organisation, on impliquait les artistes, il allait avoir moins de problèmes. Parce que la communication, s'il n'y a pas de communication, ça fait beaucoup de défauts. Quelqu'un disait qu'il voudrait bien voir, en termes de budget, qu'on ne parle plus de centaines de millions pour l'organisation de la SNC, mais minimum 1,5 milliard, 2 milliards. Ça participe de la valorisation de notre culture et il faut y aller. Nous nous sommes imprégnés de ces problèmes-là. Donc nous allons voir ceux-là même qui sont les acteurs au niveau de l'exécutif pour les porter ces problèmes pour qu'ensemble on puisse trouver la solution. Les acteurs et responsables culturels ont à tour de rôle salué cette démarche des parlementaires. S'ils sont suffisamment conscients des problèmes du secteur, nous sommes convaincus qu'ils vont agir, notamment au niveau des ressources, c'est ce que nous attendons le plus, pour que le secteur soit en mesure de réaliser ses ambitions. Pour l'inspecteur technique du ministère de la Culture, cette rencontre avec les élus nationaux leur donne de l'espoir. À l'instar des autres acteurs, ils souhaitent que ces échanges puissent se traduire par des actions concrètes qui vont leur permettre d'aller de l'avant en ce qui concerne le développement de la culture au Burkina Faso. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai de quelle culture vous êtes. Et les arts culinaires, on sait qu'il y a de magnifiques pour nos cultures locales. Et le ministère de la Culture le sait, lui qui a invité hier les journalistes pour une séance de dégustation. Marguerite Adouagno. Les spécialités culinaires du Burkina Faso proposées à la SNC 2014 brillent une fois de plus par leur originalité. Mais n'est-ce pas là l'un des objectifs de la Semaine nationale de la culture, qui est de valoriser le patrimoine culinaire du Burkina Faso? Le ministre de la Culture et du Tourisme ne doute pas un instant du génie de transformation des candidats à cette compétition de l'art culinaire. Et s'il s'attarde devant le jus de Nénuphar, par exemple, c'est pour interroger et questionner sur les dispositions qui pourraient être prises pour vulgariser cette recette à grande échelle, ce qui vaut pour tous les plats originaux présentés ici. Je crois qu'en plus de l'écrire là, il faut quand même des sessions de formation pratique pour qu'elles puissent transférer leurs connaissances. Et vous allez pouvoir en vivre aussi, parce qu'il y aura des brevets. Pour les encourager, il faudra créer les cadres de promotion de ce qu'elles font déjà. Et faire en sorte aussi que le monde scientifique aussi s'intéresse à ce qu'elles font. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on fait peut-être pour... j'allais dire pour le palais, c'est-à-dire pour le goût ou bien pour le regard, pour que ça soit beau, sans tenir compte de cette valeur nutritive. Et cette valeur nutritive, ce sont les nutritionnistes qui peuvent venir homologuer les différents produits qui sont exposés. Et si Baba Ama a convié la presse à cette dégustation, c'est pour permettre aux hommes de médias d'avoir de la matière à parler et à écrire sur la cuisine burkinabé. Les échanges à bâton rompu qui ont suivi le repas ont permis de faire un petit bilan à mi-parcours de la 17e SNC. Nous avons également, en toute confraternité, échangé sur les voies et moyens d'être utiles à ces acteurs de la culture. Et je pense que nous sommes tous d'accord que pour mieux les valoriser, il faut mieux les connaître. Et je crois que la grande invite qui a été faite, c'est de demander aux hommes et aux femmes des médias d'aller vers ces hommes et ces femmes de la culture pour les comprendre. Et certainement, ce sera la meilleure façon de pouvoir être leur meilleur interprète. Les rideaux vont tomber sur la 17e SNC dans moins de 48 heures et déjà les premiers responsables affichent leur satisfaction d'avoir atteint leur objectif qui est de servir un contenu de qualité au public et professionnel de la culture. Lorsque deux grands hommes de culture se rencontrent, l'instant est simplement historique. Monseigneur Anselme Sanou, le héros d'un ouvrage de Maître Titenga Passéré, dédicacé ce jeudi à Bobo-Dioulasso. Monseigneur Anselme Sanou fait partie de ces initiateurs de la Société de masques du Burkina et à travers son attachement au masque Bobo Mandare, Moumouni Soubega a assisté à la dédicace de l'ouvrage. Son compte rendu. Culture africaine, Mas Bobo Mandare et Monseigneur Anselme Titiama Sanon. Témoignage, hommage, jubilé d'ordre sacerdotal comporte 3 temps.
La rencontre entre l'auteur Maître Titenga Frédéric Passeré et Monseigneur, ses actions en faveur de la promotion de la culture africaine, notamment celle des masques, et l'apport du masque Mosé à l'œuvre de Monseigneur Titiama Sanon. Une œuvre de 94 pages à travers laquelle Maître Passeré rend hommage à celui-là qu'il qualifie de défenseur de la culture africaine. Je me suis aperçu que Monseigneur Anselme, au-delà du sacerdoce, au-delà de sa mission d'évêque, de prêtre, a accordé beaucoup d'importance à la culture, particulièrement la culture des masques. C'est en fin 2013 que l'œuvre a été éditée et l'auteur a choisi ces instants solennels de la fête de la culture pour la présenter devant des élèves, des étudiants, des hommes de culture et le principal concerné. Je l'ai accueilli comme, vous voyez, un service d'abord à ma personne, mais surtout à la génération montante. Maître Passeré Titenga interpelle les générations montantes sur l'importance de sauvegarder la culture du masque. Il ne s'agit pas seulement du masque, l'objet, mais du masque, message qui est véhiculé. Et en cela, je pense qu'il a fait une œuvre originale. Ce livre est une coédition des éditions Fondation Passeré et Harmattan Burkina. Auteur de plus d'une soixantaine d'œuvres, Maître Frédéric Titenga Passeré s'apprête à publier d'autres ouvrages sur des personnalités et la culture africaine qu'il considère comme facteur de développement. Pour terminer, la lutte traditionnelle Zan Badi Alfred a éclipsé son vie Romari Kawane du Nayala. Pour la grande finale, le public bobolais s'est simplement délecté des différentes oppositions, nous dit Yakuba Ouedraogo. Absent à l'édition précédente pour des raisons professionnelles, Alfred Badizan dit le tonnerre gronde et signe son retour à la SNC avec un deuxième sac après celui de 2010. Dans la catégorie des 86 kg et plus, face à Romari Kawane, dit le buffle du Nayala, champion sortant, le tonnerre a tout simplement géré un combat difficile. C'est un adversaire qu'on se connaît, ça fait 3 ans qu'on est dans la même catégorie et il connaît mes techniques, je connais ses techniques. Ça fait qu'il gérait le combat, moi aussi je gérais le combat. Je sais que je le fais plus que lui. Je sais que non, au fait, s'il n'y a pas une victoire, s'il n'y a pas tombé, au fait, par point, je sais que je peux le gagner par point. Raison pour laquelle j'ai géré le combat et le gagner par point. Ce n'est pourtant pas ce qui s'est dessiné dès le début d'un combat engagé sans rang d'observation. Une confrontation ouverte dans les 3 premières minutes. Le tonnerre profite d'une erreur du buffle pour se saisir de sa patte, du moins de son pied. Piège. Ouais, je l'ai donné pied là pour le terrasser. Au moment que j'ai fait ma action, il a laissé pied là. Il sait que c'est un danger. C'est pour cela qu'il a laissé. Un piège déjoué par le tonnerre qui lâche sa prise. À la pause, tonnerre et buffle sont à égalité. La seconde manche tourne au profit du tonnerre. Romaric écope d'un avertissement pour passivité. Le public conteste. Averti, Romaric n'a d'autre choix que de terrasser son adversaire avant la fin des 3 dernières minutes. Chose qu'il ne réussit pas. Au coup de sifflet final, victoire du tonnerre et contestation continue du public qui brandit son vainqueur. Mais à la lutte, les règles sont strictes. Dès qu'un lutteur prend un avertissement, l'autre l'exploite à fond. Okay? C'est-à-dire l'autre lutteur l'heure de réagir. Il n'a pas réagi, et l'autre l'a profité et puis il a gagné. Si le plus connaît le règlement, on n'aura pas à avoir ces problèmes-là. Ça, c'est la méconnaissance vraiment du règlement. Bon, c'est dommage. Tu prends un avertissement, effectivement, s'il n'y a pas de chute à la fin, tu perds le combat. C'est ce qui est arrivé. Mais la population peut comprendre ça et ils auraient aimé avoir une chute ferme. Mais ce n'est pas le cas. Mais aussi, quand on s'en tient aux règles officielles, on juge le combat par rapport aux règles officielles. Donc on ne peut pas s'en tenir à l'humeur du public. Alfred Badizan dit le tonnerre est donc sacré vainqueur de la SNC en lutte traditionnelle dans la catégorie des 86 kg et plus. Mais Romari Kawane dispose encore d'une chance les 2 et 3 mai prochains pour le championnat national. Voilà Viviane Tiendrebego, ce qu'on pouvait dire des échos de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 pour ce 13h15. Je vous rends l'antenne pour la suite du journal.
Merci à vous, Fousseni. Tonnerre ou buffle, tous sont des Samots et donc au service de leur maître, les Mossé. Sur ces mots, nous allons à Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge, pour parler de cette rencontre du ministère des Affaires étrangères avec les représentants des différentes communautés étrangères vivant au Burkina Faso. La volonté de tous est de construire la CEDEAO des peuples conformément à la vision 2020 des chefs d'État de l'espace ouest africain. Le reportage est de Isaïe Pakouda. C'est pour permettre l'intégration de toutes les communautés vivant sur le sol burkinabé que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale, en collaboration avec la Commission nationale de l'intégration, a initié cette rencontre d'information et d'échange. 2 jours durant, les participants vont mener des réflexions sur les conditions de mobilisation des mouvements associatifs et des communautés résidant dans les régions autour des objectifs de l'intégration comme facteur de développement et de cohésion sociale. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de faire d'ici 2020 une CEDEAO des peuples. Et donc l'intégration aujourd'hui, il faut que chacun prenne conscience, que chacun s'approprie donc des données de ce concept-là et faire face en sorte que l'intégration devienne une réalité. Justement, les avantages de cette intégration, c'est d'abord économique. Et ensuite, il y a également les peuples donc, se croisent, se connaissent. Déjà, donc, vous avez ensuite donc, la paix. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de l'intégration, à qui revient la charge d'encadrer et d'organiser les communautés vivant au Burkina Faso, demande l'implication de tous les acteurs pour que l'ambition de passer de l'intégration des États à celle des communautés soit une réalité. Après cette rencontre de Koudougou, d'autres rencontres régionales sont également prévues à Tenkodougou, Fatangourma et Kaya. Comment les projets et programmes existants dans les différentes localités peuvent-ils appuyer les collectivités territoriales dans la gestion de leurs affaires? C'est une question que se pose le ministère en charge de la décentralisation. Ces responsables ont réuni les principaux concernés à Tenkodougou pour trouver réponse à cette question. Amadou Marcel Tou. Autour d'une même table, ce sont des représentants des projets et programmes intervenant dans la décentralisation, ainsi que les structures qui accompagnent le processus de décentralisation et la bonne gouvernance au Burkina Faso, qui se concertent à Tenkodougou. Une concertation qui va durer 3 jours et permettra d'avoir une meilleure lisibilité des approches en matière de formation et d'appui aux collectivités territoriales. C'est un atelier qui réunit les projets et programmes, du moins les coordinateurs principaux de ces projets et programmes, pour leur donner une formation, pour ne pas dire des informations, sur la maîtrise d'ouvrages publics des collectivités territoriales. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés quant à la bonne exécution. Il a été aussi remarqué qu'il y a des faiblesses qui sont constatées. La faiblesse en personnel de qualité, en personnel en quantité, et la non-maîtrise aussi de la question. Cet atelier permettra de renforcer les capacités des acteurs en matière de décentralisation et aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle. Et les projets et programmes ont pour vocation d'accompagner les collectivités locales dans leurs actions de développement. Et à ce titre, nous devons maximiser sur l'ensemble des mesures d'accompagnement qu'il faut prendre pour accompagner ces collectivités, non seulement à maîtriser leurs responsabilités dans le cadre des actions de développement, mais surtout à accroître les performances en termes d'absorption des ressources que les projets mettent à leur disposition. Pour une économie locale viable, ces échanges permettront d'identifier et de capitaliser les meilleures pratiques de projets-programmes en matière de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de leur appui aux collectivités territoriales. La revue annuelle de la SCAD aura lieu à la fin du mois d'avril. En prélude à cette rencontre bilan, les acteurs clés balisent le terrain. Ils se sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour examiner les projets de rapport de performance de l'année 2013. Frédéric Etienne Bassenga. Avant la prise de décision au niveau politique, l'heure est à l'examen technique de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Dans cette salle, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les régions, les municipalités, en somme, toutes les structures concernées par la SCAD vont baliser le terrain à la revue annuelle
en s'accordant sur les avancées et les difficultés en 2013, mais aussi sur les perspectives de la période 2015-2017. La pré-revue permet la finalisation des produits essentiels devant être examinés et validés par le Comité national de pilotage de la SCAD, à savoir, pour cette année 2014, le projet de rapport de performance de l'année 2013, le projet de matrice de performance 2015-2017 et la proposition d'une démarche d'élaboration du deuxième cycle de la SCAD. Le travail préalable, ce sont les services du secrétariat technique national qui l'ont fait. Un travail qui, même provisoire, montre que les cibles ont été atteintes. Pour le moment, nous avons 63,27% des indicateurs dont les cibles sont atteintes. Il faut bien comprendre que chaque année, nous suivons les indicateurs et l'atteinte des cibles annuellement. Donc pour l'année 2013, c'est cette proportion que je vous donne pour le moment. Donc dedans, vous avez les éléments comme le taux de croissance, la situation au niveau de la santé, de l'éducation, etc. Donc sur cet ensemble d'indicateurs, nous sommes à 63,24% à peu près, 27%. Mais il y a eu aussi des difficultés techniques, au nombre desquelles l'harmonisation des outils utilisés dans les différents services, les finances qui ne sont pas toujours suffisantes, les questions de passation de marché et l'insuffisance des ressources humaines. Quant à la revue annuelle, elle se tiendra en fin avril et aura pour mission de finaliser le travail fait par la pré-revue. Les responsables de l'Onatel et leurs abonnés de la région de l'Est peuvent pousser un ouf de soulagement. Ceux qui avaient fait de l'extraction du cuivre des fils téléphoniques du réseau leur activité sont au frais et ils sont 5 à être tombés dans les filets du commissariat de police de Pama. Plus de précisions avec Bintou Nao. Câbles téléphoniques sectionnés, amassés et brûlés en vue d'en extraire le cuivre sont des actes posés par des délinquants à Fadangourma, Kantiari et Pama. Nous avions depuis le début de l'année 2014 constaté des coupures sur notre réseau filaire. Les premières actions ont été menées à Nadiago suite à une coupure de près de 900 mètres de câbles. Juste les services techniques sont venus réparer la panne. À peine ils sont rentrés, dans la même nuit, nous avons constaté encore une autre coupure maintenant sur le tronçon Fada Relais et Pama Relais vers la ville. Donc nous avons saisi les services de sécurité, donc ils se sont mis à pied d'œuvre pendant au moins 3 secondes. Donc, finalement c'est le 19 qu'ils ont pu mettre la main sur le téléphone. C'est un réseau de 5 délinquants qui a été démantelé par le commissariat de police de Pama. Le 19 mars 2014, suite au renseignement opérationnel recueilli sur le terrain et à une embuscade tendue par les éléments au niveau de l'antenne relais Onatel de la ville de Pama, 4 délinquants ont été surpris en train de mettre le feu sur les câbles téléphoniques réellement sectionnés à l'aide de cisailles. Ils furent arrêtés. Le même jour, des investigations poussées ont permis d'interpeller le receveur de la vente, ferrailleur domicilié à Fadangourma. Qu'en est-il du mot réparatoire? Les délinquants qui ne résident pas à Pama arrivent dans la ville à bord de véhicules de transport en commun. Avec leur matériel composé de cisailles qui servent à sectionner les câbles, de briquets qui servent à mettre le feu sur les câbles sectionnés et de sacs en plastique qui servent à transporter le cuivre une fois rassemblé. Une fois sur place, ils ciblaient le d'opération et attendent après 24 heures pour s'y rendre. Ces délinquants seront transférés au parquet où une peine leur sera infligée. C'est la fin de votre journal de la mi-journée. Excellente suite de programme sur la RTB. Bon après-midi à toutes et à tous.